30 minutes avec. Nous sommes avec le professeur Bruno Humbeck, qui est psychopédagogue, docteur en sciences de l'éducation, directeur de recherche au sein du service universitaire des sciences de la famille de l'université de Mons. Et le professeur Humbeck va nous parler d'hyperparentalité, qui est un concept, je pense, vraiment très d'actualité. Nous, on attendait votre conférence avec grande impatience, professeur. Donc, on se réjouit. Bien entendu, le replay de la conférence sera accessible pour ceux qui rencontrent des difficultés de connexion ou qui n'ont pas pu se connecter ce soir. Je vous rappelle que vous disposez d'un chat pour nous dire bonjour, nous dire d'où vous venez, si tout va bien. Et bien entendu, si vous rencontrez des problèmes techniques ou si vous avez des questions ou des remarques qui vous viennent et que vous voulez les partager avec le groupe. Deux temps ce soir. Comme d'habitude, dans un premier temps, le professeur Humbeck va faire sa conférence. Donc, je vous préviendrai quand vous en serez à 20 minutes de temps pour que vous puissiez vous repérer. Et puis, dans un deuxième temps, eh bien, vous vous prêterez au jeu des questions et réponses par le biais du chat avec les participants. Et normalement, à 19h00, vous serez libre et on pourra vous remercier pour la dernière fois. Mais avant toute chose, merci beaucoup, professeur, pour avoir accepté notre invitation. Nous, quand on a vu cette thématique de l'hyperparentalité qui concerne chacun de nous, hein, d'une manière plus ou moins directe et qui arrive dans les consultations cliniques de manière de plus en plus nombreuse, eh bien, on a tout de suite pensé qu'il fallait faire un événement sur cette thématique. Donc, professeur Humbeck, je vous laisse la parole. Je vous laisse compléter votre identité professionnelle, vos affiliations, vos activités. Moi, je vais débrancher ma caméra et mon micro. Et puis, je reviens dans une vingtaine de minutes pour vous dire qu'il en reste 10. Parfait. Ça va, professeur Humbeck ? Ok, c'est parfait. Merci beaucoup. Bonne conférence. Merci à vous et merci pour votre invitation. Alors, on va parler d'hyperparentalité, c'est vrai, mais il faut d'emblée, comme déjà signaler, que l'hyperparentalité n'est pas une maladie. Hein. C'est pas parce qu'il est évident que des personnes qui se branchent sur les réseaux sociaux pour entendre quelqu'un parler d'hyperparentalité ont peut-être, et sans doute même à juste titre, l'idée qu'ils seraient eux-mêmes des hyperparents. Hein, parce que pour venir écouter quelqu'un qui parle d'éducation en début de soirée de cette manière-là, bah, il faut être très branché éducation et donc sans doute avoir développé quelque chose qui ressemble à l'hyperparentalité. Alors l'hyperparentalité, parce que ça a été dit en introduction, amène parfois à consulter, mais généralement pas. Généralement, c'est quelque chose avec lequel on arrive finalement à vivre, avec des moments d'inconfort, parce que les vies de famille sont devenues très compliquées, mais avec lesquels on peut s'accommoder. Alors, quand je dis que c'est pas une maladie, il faut d'emblée contextualiser l'hyperparentalité. D'où vient-elle? Comment ça se fait qu'on parle maintenant de plus en plus d'hyperparents? C'est une tendance très très forte, effectivement, qui est liée au fait que pour la plupart d'entre nous, on a quasiment programmé à naître nos enfants. C'est-à-dire que suite au fait qu'on pouvait beaucoup mieux contrôler les naissances, eh bien, ce ne sont plus des heureux événements, ce ne sont encore moins des accidents, ce sont des enfants programmés qui sont quasiment convoqués à naître. Comme on a convoqué à naître cet enfant, on se sent terriblement responsable de tout ce qui peut leur arriver. Et on va se retrouver alors effectivement avec l'idée qu'on doit contrôler tout ce qui doit leur arriver. Et on va voir se développer, premier symptôme dont on va parler, ce qu'on appelle, suivant l'expression imagée, des parents hélicoptères. T'es où? Tu reviens quand? Tu es avec qui? Le besoin de contrôler tout ce qui arrive à notre enfant avec cette idée que si il s'éloigne de notre champ de vision, ben, il se met en danger. On a effectivement alors ces mécanismes hyperprotecteurs auxquels les enfants qui ont une capacité d'adaptation hors norme vont s'adapter très très intensément, parfois un petit peu trop, alors à ce moment-là, aux yeux de l'hyperparent. Et bah, lorsqu'on dit à un enfant reste à la maison, ne bouge pas, reste dans mon champ de vision, mais qu'on a en même temps une autre injonction un peu paradoxale, explore, sois autonome, vis des choses, parce que ces deux tendances vont coexister chez le parent hélicoptère, on va se retrouver chez des enfants finalement très obéissants qui vont se dire ben, on me demande de ne pas bouger et d'explorer l'environnement, je vais donc rester dans ma chambre et utiliser les écrans comme des portes ouvertes vers le monde extérieur. C'est ça le principe de ce qu'on appelle les enfants d'intérieur qui sont devenus des adolescents d'intérieur maintenant. Et on a ces parents finalement hélicoptères qui viennent alors consulter, non plus parce que leur enfant échappe à leur champ de vision, mais parce qu'ils se trouvent sur des territoires que l'adulte maîtrise mal. On va parler effectivement de cette tendance qu'ont les hyperparents, alors dans ces cas-là, à s'inquiéter parce que leur enfant serait
trop assidu par rapport aux écrans, trop happé par les écrans, avec tout ce que ça suppose parfois comme dérive. On va d'abord fixer les 3 premiers symptômes, hein, puisqu'on a une vingtaine de minutes pour mettre en scène l'hyperparent. Premier symptôme, donc le parent dit hélicoptère, ce parent qui veut tout contrôler dans les mouvements territoriaux de son enfant, les endroits où il va, la manière dont il va, et qui se retrouve face à un enfant qui va dans des territoires virtuels infinis, mal maîtrisés eux aussi par le parent, et donc suscitant de l'inquiétude, ça c'est le premier symptôme. Le deuxième symptôme, que certains vont parfois reconnaître aussi chez eux, mais de nouveau, pas de panique, hein, si vous les ressentez chez vous. Si ça ne crée pas de souffrance chez vous, si ça ne crée pas de tension éducative, et si ça ne crée pas de souffrance chez votre enfant, l'hyperparentalité est une hyperparentalité bien vécue et non problématique. Elle devient problématique quand elle crée de la souffrance chez l'adulte, trop de tension dans la relation éducative, ou lorsque l'enfant ou l'adolescent commence à émettre des signaux de détresse parce que sa vie ne lui paraît plus vivable suivant les standards qu'il s'est mis en tête. Le deuxième symptôme, donc premier symptôme, le parent hélicoptère. Deuxième symptôme, le parent drone. Le parent drone, c'est en quelque sorte un parent hélicoptère amélioré. C'est un parent qui a décidé que pour son enfant, il fallait le meilleur. Toujours le meilleur, la meilleure école, le meilleur prof, le meilleur stage. Il faut surtout qu'il soit constamment, et là on va voir le deuxième vecteur d'ailleurs de mise en scène de l'hyperparentalité se mettre en mouvement, celui qui a été initié par une pédagogie positive très mal comprise. La pédagogie positive pose beaucoup de questions, et notamment dans la façon dont elle s'appelle positive, parce qu'elle laisserait supposer par exemple que tout ce qui n'est pas elle, le contraire de positif, c'est négatif, ce serait de la pédagogie négative. Et donc, vous avez une forme d'exclusivité qui va se mettre en place avec parfois des raccourcis. Il faut absolument que votre enfant soit dans la joie continue. On va tout de suite tordre le cou à ce genre d'exigence-là. Nos enfants doivent être régulièrement tristes, vivre toutes les émotions, tristesse, colère, peur, dégoût, parce que c'est dans la construction de l'ensemble des émotions que cet enfant va évoluer. Un enfant a besoin d'explorer, un adulte aussi d'ailleurs, hein, mais un enfant a besoin d'explorer la palette des émotions complète pour évoluer dans la vie. Et on va voir effectivement que la pédagogie positive a enjoint finalement énormément d'exigences auprès du parent, qui s'est alors transformé très vite en parent drone. Ce parent qui veut toujours le meilleur pour son enfant, qui veut que son enfant soit toujours dans une émotion dite positive qui est la joie, et qui va confondre d'ailleurs la recherche du bonheur avec l'idée que cette recherche de bonheur se confondrait à la recherche de satisfaction permanente, de plaisir immédiat ou de contentement constant. Évidemment que là aussi, c'est quelque chose qui va amener la relation éducative très vite dans le mur, parce que quand on utilise le mécanisme de satisfaction, petit symptôme typique du parent drone, j'hésite entre 3 jouets, parce que j'ai vraiment envie de lui faire plaisir, mais je ne sais pas très bien ce qui le fera le plus plaisir. Je vais prendre les 3. Et pour être sûr de ne pas décevoir son enfant, alors on va le dire, il faut décevoir régulièrement nos enfants. Offrez-leur de temps en temps des cadeaux pourris. Ça leur montre simplement que vous essayez de les connaître, mais que vous n'avez pas une connaissance parfaite d'eux. Et c'est là, effectivement, on se souvient tous beaucoup plus des cadeaux pourris qu'on a reçus, parce que c'est toujours une tentative vaine, mais très attendrissante, de quelqu'un qui a cherché à nous connaître et qui est passé à côté. Par contre, quelqu'un qui nous a donné de l'argent en disant achète ce que tu veux, ou qui nous paye un voyage en nous donnant tout un catalogue, en disant choisis à l'intérieur celui qui te plaira le plus, on s'en souvient généralement de manière beaucoup moins intense, et ça laisse un souvenir moins mémorable parce qu'on n'est pas dans le mécanisme qui est celui de la connaissance et les signaux de reconnaissance, qui sont ceux que 2 personnes vont se donner l'une à l'autre quand elles cherchent vraiment à se faire plaisir, à montrer surtout qu'on a passé du temps à essayer de connaître l'autre, mais qu'on n'a pas comme objectif prioritaire de le satisfaire en permanence. Le culte de la satisfaction continue, du contentement constant, vous savez que ça va simplement produire, dès que vous êtes satisfait, vous allez demander autre chose pour être de nouveau satisfait. Et donc, on est dans un mécanisme qui va amener à consommer de la satisfaction, une satisfaction qui, par nature, va toujours être différée. Il faut savoir que ce qu'on doit construire chez nos enfants, et là, les parents drones vont se retrouver très forts en difficulté dans le monde tel qu'il s'est constitué, notamment après une pandémie, avec des bruits de guerre aux portes de l'Europe. On se retrouve avec un monde imparfait. Le parent, évidemment, qui avait convoqué à naître son enfant dans un monde censé être parfait,
Le parent qui dit, moi, je voudrais être un parent parfait, avoir un enfant parfait dans un monde amené à être parfait parce que je veux absolument qu'il y ait le meilleur pour lui, cet hyper-parent-là, il va effectivement devoir faire le deuil de ça. Le monde n'est absolument pas parfait, il le démontre en permanence. Nos enfants ne sont pas parfaits, il faut surtout leur reconnaître le droit de ne pas l'être et ne pas les aimer en dépit de leurs défauts, mais les aimer grâce à leurs défauts, par toutes ces petites failles qui font que ce sont des êtres humains attendrissants. Et en tant que parent, on va le voir tout de suite, c'est une des façons de sortir de l'hyperparentalité, c'est de renoncer au souci de perfection. Faire taire ces petits vélos qu'on a dans la tête qui se mettent en mouvement très rapidement pour dire sois parfait, sois fort, fais un effort et dépêche-toi. Lorsque vous avez ces petits vélos qui se mettent en tête, il faut savoir que quelque chose les a activés, généralement des loyautés invisibles par rapport à des schémas qu'on s'est donnés qui ne permettent pas à un parent de se déclarer ce que Winnicott appelait si joliment un parent ou une maman ou un papa normalement bon, c'est-à-dire apte à défaillir régulièrement. Il faut absolument accepter l'idée qu'un parent est un parent qui est absolument apte à défaillir et à ne pas répondre en permanence aux besoins de son enfant, à ne pas constamment combler l'ensemble de ses attentes de façon, par exemple, à essayer de le maintenir dans une joie constante. C'est vrai pour chaque être humain, d'ailleurs. Si je vous demande et si vous vous posez la question de savoir, suis-je quelqu'un d'heureux? Suis-je heureux? Et je vais évaluer ce bonheur en m'attribuant à ce bonheur une note qui va de 0 à 10. Je vous demande vraiment de faire le petit exercice chacun dans votre espace. Et si vous avez quelque chose qui tourne autour de 7, c'est très bien. C'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est pas 9, 10. Si vous avez ceux qui ont grimpé l'échelle jusqu'à 9 ou 10, sont soit des personnes qui sont amoureuses, qui est le plus beau moment pathologique d'un être humain normal. Ça crée une forme d'euphorie qui fait que là, on met des 9, des 10, et si on pouvait mettre 11, on mettrait peut-être 11. Ou alors, ils ont obtenu une satisfaction qu'ils attendaient depuis longtemps. Par exemple, ils sont devenus très riches parce qu'ils viennent de gagner au loto. Mais vouloir maintenir à 9 ou 10 de manière continue le niveau de bonheur, c'est absolument intenable. Quand je parlais de l'état amoureux, le plus beau moment pathologique d'un être humain normal, et parfois par raccourci, on vous dit que l'amour ne dure que 3 ans, c'est l'état amoureux qui ne peut pas durer au-delà de 3 ans, parce que ça épuiserait l'organisme, ça nous empêcherait de faire autre chose que de nous centrer sur l'état amoureux, et ça ne permettrait pas à un moment donné d'avoir une vie sociale. Et donc, tout ça pour vous dire que le but du jeu quand on a des enfants, c'est pas de les rendre contents tout le temps, joyeux en permanence, comme parfois dans le raccourci, dans une pédagogie positive mal comprise, on a parfois eu l'impression que c'était le mandat qu'on devait se donner. Donc, premier syndrome, le parent hélicoptère. Deuxième syndrome, le parent drone, parent hélicoptère amélioré. Troisième syndrome, le parent curling. Vous connaissez le curling, c'est un sport dans lequel on lance un palet, puis vous avez des personnes qui frottent, de façon à ce que le palet arrive le plus près possible d'une cible. Alors, on va imaginer que le cible, c'est le bonheur. Et que le parent curling, c'est le parent qui va se mettre à éviter tous les obstacles. Alors, il faut savoir que ce geste un petit peu névrotique ou un petit peu frénétique, qui est de faire fondre la glace en espérant influencer et contrôler la manière dont le palais évolue, n'a qu'une influence très, très marginale sur le cours de ce palais. C'est quelque chose dont les effets sont finalement très réduits et ça demande beaucoup d'énergie. Si vous avez le courage, ça passe pour le moment les championnats d'Europe de curling sur Eurosport, c'est à 2h du matin, vous verrez que c'est pas passionnant. C'est pas passionnant sauf si vous en faites une métaphore de l'éducation, un palais, un lancer à lâcher. Il faudra bien lasser nos enfants, et puis ils vont avancer vers une cible qu'ils vont plus ou moins atteindre, qui est le bonheur. Mais on ne pourra pas tout contrôler. Le parent qui veut tout contrôler, et un des symptômes, par exemple, de cette forme de parentalité curling, ce sont les parents qui s'énervent dans les devoirs scolaires, qui veulent absolument que leur enfant réussisse à l'école d'une manière telle, ils ont besoin pour ça d'être rassurés notamment par les devoirs scolaires. Alors s'il y en a autour de la table virtuelle qui s'énervent dans les devoirs scolaires, ils vont se reconnaître très très vite lorsque les devoirs deviennent un espace contre-pédagogique
le parent va l'admettre très facilement. Si vous voulez éviter que votre enfant ne réfléchisse à un problème mathématique, criez dessus au moment où il est censé y réfléchir, bah, il va suspendre son activité cérébrale. C'est ce qu'on constate chez les enfants lorsqu'ils sont confrontés à des parents qui les terrorisent, qui leur font peur, parce que le parent qui s'énerve est un parent qui va très très vite faire peur à son enfant, et donc l'enfant va suspendre son activité. Alors pourquoi est-ce que alors que on sait que c'est une contre-pédagogie, on s'énerve à ce point? Bah, tout simplement parce que on est parasité en tant que parent par le temps long, c'est-à-dire, il faut absolument que tu apprennes. Le petit voisin, il sait déjà faire 9 plus 4 et toi, tu sais pas faire 4 plus 3. C'est-à-dire qu'en dessous de la dizaine, tu t'en sors déjà pas et lui, il est déjà capable de manier les dizaines. Et on prend un burin et on cherche à rentrer les opérations logiques au forceps dans la tête de son enfant. C'est évidemment complètement catastrophique parce que bah, les opérations logiques chez un enfant, ça s'apprend par insight. L'insight, c'est une façon bah, dont le cerveau va s'aménager, en gros, deux petits fils qui se touchent et qui font que vous comprenez. Et ce moment-là, il arrive à des moments très différents chez les uns et chez les autres. Et donc, tant que c'est pas arrivé, vous pouvez prendre votre burin tant que vous voulez, ça fonctionnera pas. Il faut attendre que l'enfant comprenne pour qu'il puisse lui-même donner les bonnes réponses. Mais un parent curling est un parent qui est tellement pressé que l'enfant le rassure dans ce temps long des apprentissages en donnant très très vite les bonnes réponses, que le parent va commencer à perdre pied dès que l'enfant n'émet pas les signaux qui permettraient de le rassurer. L'autre temps, c'est le temps court. Il est 6 heures, on va souper dans un quart d'heure, il faut que tu me donnes les bonnes réponses. Alors même qu'un devoir, c'est une façon simplement d'essayer d'avancer pour savoir jusqu'où nos compétences, et notamment celles de l'enfant, ont été installées. Lorsque on met en place des devoirs en disant attention, votre rôle en tant que parent n'est pas d'enseigner à la place de l'enseignant, l'enseignement est réalisé au sein de l'établissement scolaire et votre rôle, c'est de faire en sorte que l'enseignant puisse vérifier où l'enfant se situe par rapport à ses compétences. Lorsqu'on dit ben, un devoir, ça dure 12 minutes, pas plus. On fournit un chronomètre aux parents, et notamment aux hyper-parents, et c'est un outil qui leur convient très très bien. On leur dit votre rôle, c'est de maintenir votre enfant en situation de devoir pendant 12 minutes. Pas 13, pas 14, pas 15, mais pendant 12 minutes. Parce que s'il a compris l'exercice, il lui faudra ce temps-là pour arriver au bout. S'il n'a pas compris, eh bien, il va s'arrêter. Il va s'arrêter à un moment donné et on va repérer ses socles de compétences et on pourra à ce moment-là demander à d'autres enfants qui ont été jusqu'au bout de lui expliquer en mettant en place des formes de tutorat au sein de l'école. C'est comme ça qu'on arrive à mettre en place des systèmes qui permettent de tenir compte de ce mécanisme d'hyperparentalité, d'éviter cette hérésie pédagogique épouvantable qu'on a quand on voit des parents se mettre en scène dans une position d'enseignant et faire de la contre-pédagogie. Pour les enseignants, c'est en plus très productif de recevoir des devoirs qui ne sont pas parasités par l'intervention de l'adulte. Quel intérêt ça a pour un enseignant de corriger des devoirs dont il ne connaît pas la place de l'adulte. Et donc, il ne repère pas les socles de compétences. Et donc, quand un parent s'imagine qu'un enfant doit aller au bout de son devoir, non, il doit aller le plus loin possible en ayant consacré un temps suffisant à ce devoir pour pouvoir vérifier jusqu'où il peut aller dans ces cas-là. 3 symptômes, donc, dont on va analyser en quelques mots, hein, puisqu'on est, avant de répondre à vos questions, on a pour contextualiser une petite demi-heure, mais on va prendre les symptômes majeurs, notamment, par exemple, pour le parent hélicoptère, bah, ces enfants d'intérieur qui sont des mécanismes d'adaptation à l'idée que le parent ne laisse plus son enfant jouer dans la rue, que le parent de l'adolescent, finalement, d'une manière consciente ou vaguement consciente ou totalement inconsciente, se dit bah, finalement qu'il reste à la maison, c'est pas plus mal. Au moins, il sort pas dans les rues, dans lequel il risque de revenir tard le soir après une soirée. Donc, il reste à la maison, c'est bien, tout le monde est content. Mais il y a un petit signal qui se dit, mais est-ce que c'est bien finalement mon enfant qui se retrouve à l'intérieur d'une chambre, qui ne bouge plus, qui organise quasiment sa vie comme s'il était dans une cellule. Hein. Certains adolescents d'intérieur ont quasiment organisé leur vie d'une façon telle que tout se passe dans leur chambre. C'est là qu'ils discutent avec leurs copains sur les réseaux sociaux. C'est là qu'ils regardent des séries. C'est là qu'ils travaillent de temps en temps quand même. C'est là qu'ils vont tout faire avec cet écran, cette fenêtre sur le monde qui va garantir que l'enfant n'est pas complètement fermé dans cette chambre parce que ben, il est ouvert à plein de choses qui vont lui arriver. Alors, il faut déjà
pour rassurer tous les parents hélicoptères qui viennent alors consulter en masse. Je vous assure que c'est une des premières raisons de consultation, une pseudo, et j'utilise expressément le mot pseudo, addiction aux écrans. Parce que beaucoup de personnes vont surfer sur cette hyperparentalité en créant de l'angoisse et de l'anxiété chez les parents. Il suffit de mettre en place un bouquin, peut-être bien écrit, mais très mal titré, La fabrique du crétin digital. Tous les parents disent, oh, il y a catastrophe, mon fils va devenir un crétin, ça c'est absolument inadmissible. Donc les écrans posent problème. Sortir des phrases beaucoup trop peu nuancées. Les écrans, c'est mauvais, ça crée des troubles, par exemple, qui sont la googlisation de l'esprit. Il y a aussi un titre très très mal choisi. Toutes les recherches sur les écrans ne montrent qu'une chose. Si vous faites ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire une analyse de toutes les recherches qui ont essayé de vérifier les effets des écrans sur les enfants et sur les adolescents, il n'y a qu'une seule conclusion possible, c'est ça dépend. Ça dépend de plein, plein, plein d'autres choses. Ça dépend de ce qu'il fait sur les écrans. Moi, j'ai énormément d'adolescents qui viennent en consultation et les parents ne savent absolument pas quel contenu fondent les jeux de leurs enfants. Et par exemple, s'ils ont l'opportunité de jouer à Assassin's Creed, je leur explique que leur enfant, il côtoie Platon, Aristote, qu'il a discuté avec Léonidas, et qu'il sait que Léonidas, c'est pas une marque de praline, que c'est un général spartiate. Il comprend pourquoi à Sparte, il n'y a pas de ruines, pas parce que la civilisation était inférieure, mais parce que la Grèce avait le souci de mettre en place des infrastructures que les Spartiates n'avaient pas. Il va comprendre tout ça, il va comprendre l'univers des Vikings dans un livre qui vient de sortir, et il va se dire, mais mon enfant ne fait pas rien quand il joue à des jeux vidéo. Simplement, il est en train d'utiliser des supports ludiques qui ne sont pas ceux que le parent connaissait. Vous savez, il y a un petit film qu'on passe, nous, très facilement auprès des hyper-parents. Vous mettez un adolescent avec ses deux parents qui, le dimanche après-midi, lui disent « on n'irait pas faire un tour, prendre un bol d'air ». Et le gamin répond « non, je préfère jouer avec mes jeux vidéo ». On montre ce film à des parents, la réaction est généralement unanime, on diabolise les écrans, c'est nul, ça casse la vie de famille, regardez ça, les jeux vidéo, etc., 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 c'est épouvantable. On a un autre petit film dans lequel les deux enfants adolescents, je vois que je suis déjà aux 20 minutes, il me reste deux symptômes, donc pour atterrir, je vais passer très très vite sur les deux symptômes. Je vais terminer cette petite recherche parce qu'elle est intéressante. Elle montre effectivement que le problème, parce que lorsque vous mettez deux parents qui disent à leur enfant « on n'irait pas prendre un bol d'air » et que l'enfant répond « non, je préfère lire Les Misérables de Victor Hugo », vous allez constater que le bol d'air va soudainement devenir beaucoup moins urgent et que personne, surtout, ne va songer à diaboliser Victor Hugo, alors même que les romans au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, à l'époque de Victor Hugo, étaient considérés comme dangereux pour les adolescents et qu'ils devaient les lire, ces romans, sous les couvertures. Simplement, les adultes actuels maîtrisent Victor Hugo. Beaucoup ne maîtrisent pas les contenus des jeux vidéo. Alors, il y a aussi, il faut éviter effectivement non pas la forte l'addiction, mais ce qu'on appelle une trop forte appétence. En gros, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si votre enfant a une forte appétence pour les écrans, eh bien, c'est exactement le même mécanisme qu'une forte appétence pour le chocolat. Si vous avez le choix entre le chocolat et la salade, vous allez généralement vous précipiter sur le chocolat, sauf si vous avez une discipline suffisante pour résister. Eh bien, c'est la même chose au niveau des écrans. Les écrans, c'est un peu comme le chocolat. Ce qu'on a constaté, c'est que pendant la pandémie, quand ils étaient gavés de chocolat, eux-mêmes disaient stop les écrans, il nous faut autre chose, et ils avaient besoin de sortir de leurs écrans. Tout ça pour vous dire que c'est pas si simple de dire pour contre les écrans et que toute position radicale est toujours une position problématique et généralement qui permet très très peu d'avancer. Ça dépend. Joue-t-il seul? Ça dépend dans quel contexte. Par exemple, des enfants qui jouent ensemble au même jeu vidéo, c'est ça un écran interactif. Un écran interactif, c'est pas celui qui vous fait interagir. Mais si vous dites, voilà, tu joues avec ton frère et vous jouez au même jeu, vous allez voir interagir très très vite et ça devient un écran interactif. Le deuxième symptôme, le symptôme du parent drone, celui-là suppose à un moment donné de ne travailler que sur une émotion, la joie, continue, dans une atmosphère de joie continue. C'est très, très, très dangereux. On doit vivre toutes les émotions dans les familles,
à la fois chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte. Tout le monde va vivre des familles. Ce qu'on appelle la véritable démocratie émotionnelle au sein des familles, c'est quand les émotions des uns valent les émotions des autres. Attention de ne pas faire des émotions de l'enfant le focus. Là aussi, pédagogie positive très mal comprise, hein. Petit exemple, vous venez de tapisser votre salon, de le mettre en couleur, et vous avez laissé traîner les pots de peinture et vous êtes parti prendre une douche. Votre enfant, votre petit garçon, petite fille, met ses mains dans le pot de couleur et plaque ses doigts sur le mur que vous veniez de repeindre. Et il vous fait un facsimilé de la grotte de Lascaux. Euh, vous descendez, vous avez lu des livres de pédagogie positive, vous allez dire, il faut que je reste ce qu'on appelle un parent zen, c'est-à-dire que vous allez expliquer à votre enfant que vous ne voulez pas contrarier ses pulsions artistiques, mais que vous auriez quand même préféré qu'il vous sollicite avant de prendre l'initiative de mettre ses doigts sur le mur. Et vous allez le faire avec le visage impassible du parent zen. C'est inintelligible pour un enfant. L'enfant doit comprendre que les parents sont aussi traversés par des émotions. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dépassés par ces émotions. C'est pas la crise de colère incontrôlable, mais la colère, ça se voit sur votre visage, ça s'exprime à travers le corps, et l'enfant doit comprendre que les émotions de maman, les émotions de papa, elles existent comme les siennes, et qu'elles ne sont pas nécessairement les siennes qui sont toutes puissantes. Ce qu'on appelle une dictature de l'émocratie, c'est quand vous êtes à un moment donné dans l'idée que vos émotions sont toutes puissantes et que celles des autres ne comptent pas. Ce qu'on appelle les neurones miroirs, hein, qui font fonctionner pour le meilleur cette intelligence émotionnelle, mais qui pour le pire font fonctionner l'envie, hein. Donc les neurones miroirs, c'est quelque chose qu'il faut manier avec précaution, mais c'est important que l'enfant comprenne très vite que les autres en ont aussi et que le monde ne va pas tourner autour de lui. C'est ça qui est vraiment fondamental par rapport à l'apprentissage qu'on fait dans ces vies de famille où les parents aussi, et je terminerai par ce troisième symptôme avec finalement la dérive du parent qui se dit mais moi je dois être le meilleur parent du monde, hein. Je dois donner à ma vie, à mes enfants la vie, une vie parfaite. Alors ça, évidemment que c'est terriblement dangereux, surtout dans le monde actuel, parce que les imperfections de la vie, on le voit. Les difficultés scolaires de nos enfants, eh bien, il faut effectivement accepter qu'elles vont pouvoir se mettre en mouvement sans que ce soit quelque chose qui, à un moment donné, mobilise uniquement des affects négatifs. Notamment, c'est une des causes de consultation à laquelle je suis le plus souvent confronté. Ce sont des crises d'adolescents avec des adolescents qui sont en relatif décrochage scolaire, c'est-à-dire qui ont un petit peu de lâcher prise par rapport aux résultats scolaires. Vous savez, quand j'ai un adolescent en crise, moi, quand j'ouvre la porte, je sais ce que je vais voir, hein. Un adolescent relativement goguenard qui se demande ce qu'il vient faire là. Et deux adultes qui encadrent cet adolescent qui, eux, sont clairement en crise. La crise de l'adolescent, c'est très souvent la crise de ceux qui se préoccupent de l'adolescent. Et ces adultes me disent, il est en décrochage, il a 60, 70%, c'est-à-dire qu'il est en train de diminuer, en gros, avec énormément de tension, avec cette idée que le vrai thermomètre vital de cet enfant, ce sont les points qu'il obtient à l'école. Beaucoup trop souvent, au lieu de demander à notre enfant quand il revient de l'école, quelle belle question as-tu posée, qu'est-ce que tu as appris à l'école, tu as eu de beaux points, comme si on allait chercher des points, parce qu'on a aussi besoin d'avoir à un moment donné l'assurance que notre enfant a de bons résultats scolaires. Et dans la société qui est en train de se mettre en mouvement, qui est une société qu'on appelle une société du déclassement, hein, il faut savoir que nos enfants ont 8 chances sur 10 d'avoir une position inférieure à la nôtre. C'est pas de leur faute, c'est pas de la note, c'est juste parce que la société est prévue de cette manière-là, elle est configurée de cette manière-là. Il y a une forme de déclassement. S'ils veulent le même poste que nous, ils vont devoir faire 5 années d'études en plus parce qu'il y a une forme d'inflation des diplômes. Et donc, ça crée beaucoup, beaucoup, beaucoup d'angoisse chez les parents qui vont multiplier la tension autour des résultats scolaires. Et je sors souvent 3 photos que j'ai. Une première photo qui montre les résultats des enfants dans ce qu'on appelle en Belgique le fondamental, hein, c'est-à-dire l'école primaire, et une deuxième au collège ou au lycée, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle en Belgique le secondaire. Si vos enfants ne travaillent pas très bien en primaire, ça ne va pas s'arranger en secondaire. Il y a une corrélation absolue entre les résultats
du premier cycle et les résultats du second cycle. Mais il y a une troisième photo qui montre la réussite socio-professionnelle ultérieure de ces enfants, de ce groupe qui a été identifié. Aucune corrélation. Il y a des enfants qui réussissent parfaitement sur le plan socio-professionnel et qui étaient de très mauvais élèves, d'autres qui étaient de très bons élèves qui se sont complètement vautrés. Et donc, cette tension qu'on met sur les résultats scolaires, elle n'est pas justifiée. Par contre, il y a une quatrième photo, qui est une photo pour moi magique, qui montre simplement à l'intérieur de ce groupe qui étaient les lecteurs spontanés, les enfants qui lisaient spontanément des livres, les joueurs, ceux qui jouent prendre des choses. Absolue entre ceux qui sont des lecteurs spontanés, qui ont le plaisir d'apprendre, qui, comme le disait si joliment Albert Camus, ont été et se considèrent comme dignes de découvrir le monde, et leur réussite socio-professionnelle ultérieure. Donc vous avez ce qui est préservé, c'est-à-dire la curiosité, le plaisir d'apprendre, tous ces petits moteurs qui créent l'envie d'apprendre. C'est ça qu'un enfant doit préserver. Les études ne s'arrêtent pas avec l'école, elles vont se poursuivre généralement parce que la société de nouveau est configurée de cette façon-là tout au long de la vie. Ce qui est important, c'est de ne pas casser ce moteur qu'on appelle l'envie d'apprendre. Alors, je vais terminer là pour pouvoir laisser suffisamment de place aux questions. Tous ces différents symptômes qu'on a très vite survolés, qui se manifestent dans la vie de tous les jours, avec des parents qui sont en grosse difficulté. Lorsque on se dit, mais si mon enfant ne travaille pas bien, mais c'est de ma faute. Et puis, je suis en train de lui préparer un avenir pourri. Attention, de nouveau, le petit vélo qui se met en route. Attention, sois parfait, c'est-à-dire sois le parent parfait qui répond complètement à toutes les exigences, y compris celles qu'on imagine comme étant celles du monde scolaire. Il faut que mon enfant arrive avec des résultats parfaits en termes de devoirs tout à fait terminés, lorsque, effectivement, le lâcher-prise ne devient plus possible sur ce plan-là, parce que cette petite voix, soit parfait, soit un parent parfait, se met en route systématiquement. Fais un effort. Vous venez de passer une journée épouvantable. On le voit beaucoup et on l'a vu de manière presque caricaturale pendant le confinement, les espaces que le parent se réserve à lui-même. Lorsque on a fait une recherche sur ce plan-là, en demandant notamment aux mamans quel est l'espace qui vous appartient et dans lequel vous pensez que vous ne serez pas appelé par votre enfant et sollicité par lui, par vos enfants. Il y avait généralement plus que les toilettes comme lieu de repli. Et encore, pour certaines disaient, mais même aux toilettes, je suis aux toilettes depuis 3 minutes, j'entends pas maman, 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 et on m'appelle à nouveau. Réserver des temps pour soi, faire un effort de temps en temps, sans doute, mais pas un effort continu, parce que ne faire que s'occuper des enfants, c'est pas ce qu'ils attendent. Au contraire, ils attendent qu'on leur foute la paix, qu'on leur foute la paix régulièrement, mais qu'on se préoccupe d'eux. Comment tu ressens, comment tu vis les choses, comment tu vis pour le moment. Ça, montrer qu'on s'intéresse à leurs états émotionnels, à ce qu'ils vivent. Et donc, cette idée, fais un effort constamment pour te préoccuper de manière continue de ton enfant, ça fonctionne pas non plus. Dépêche-toi. Cette espèce de sentiment qu'on a tous des chronomètres qui se sont très vite remis en mouvement jusque pendant les vacances. On est capable de suspendre chacun ses horloges internes. Hein. Il faut savoir que l'horloge est une invention récente dans le développement de l'humain et que l'heure a été inventée avec les trains, parce qu'il a bien fallu qu'on se dépêche pour être tous à l'heure lorsque le train partira, parce qu'il ne nous attendra pas. Avant les trains, on n'avait pas d'horloge. On disait, on est le matin, on est en fin de matinée, il est plus ou moins midi, c'est l'après-midi, c'est la soirée, et on vivait avec un temps très large. Les trains sont arrivés, les horloges sont arrivées, le monde de l'entreprise s'est organisé avec cette idée d'horloge et de travail qu'on devait organiser en fonction de cette horloge, et puis on est arrivé avec cette expression cynique et épouvantable qui dit que le temps c'est de l'argent. C'est absolument idiot comme expression, et c'est surtout terriblement aliénant pour nous tous, pour nous, pour nos enfants, pour tout le monde. Songez au nombre de fois où cette petite voix interne se met en mouvement pour dire dépêche-toi, et dans lequel on utilise aussi cette petite voix pour dire à son enfant dépêche-toi, 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 et on a ce temps qui s'accélère et qui crée beaucoup de tension sur ces mécanismes d'hyperparentalité. Ce sont ces petites voix, sois parfait, non, soyez évidemment
imparfait. Soyez effectivement des parents normalement défaillants. Je terminerai par là, mais il y a des personnages qui montrent très bien la voie pour être des parents normalement défaillants. C'est par exemple Homer Simpson. Homer Simpson, il n'est pas venu par hasard. Homer Simpson vous montre c'est ce qu'est un parent normalement défaillant, qui aime ses enfants, mais qui fait plein de choses, qui sont effectivement des choses qui sont sujettes à critique et on en rit. C'est ce qui nous permet effectivement, en tant que parents, d'avancer. Homer Simpson a une fonction magnifique pour expliquer ce qu'est actuellement le soutien que l'on va réaliser auprès de la parentalité. Je terminerai par ce double exemple parce que tout le monde le connaît. La famille dite moderne, la famille Ingalls, une petite maison dans la prairie. Ça, c'était l'époque où on nous disait, il faut qu'un enfant soit bien élevé. Il faut le faire grandir en mettant des valeurs. Et les enfants, on va leur donner une éducation qui cadre leur développement à l'intérieur d'un système de valeurs qui est le même que celui de l'école, qui est le même que celui du monde social. Et vous avez Charles Ingalls qui ne se pose pas 36 questions par rapport à ces valeurs. Il met en scène une pédagogie qui est parfois une pédagogie qu'on appelle pédagogie noire. Hein. Dans la première saison, 17 fois, il va chercher un martinet pour corriger la petite dernière et pour la remettre sur les rails parce que c'est elle qui, le plus souvent, marche un peu de travers et il faut corriger cette éducation, par l'éducation, ce fonctionnement. Les épisodes de Simpson, des Ingalls, La petite maison à la prairie, sont des épisodes fermés sur eux-mêmes. Il y a un problème, Charles Ingalls trouve une solution, s'en va couper du bois, fait plein de choses, et à la fin, tout le monde est content, on danse autour de la table, c'est réglé. C'est l'époque où on pouvait, en pédagogie, se contenter de donner des conseils à des familles qui étaient prêtes à les recevoir. Les Simpsons vont fonctionner tout à fait différemment. Après, les épisodes sont ouverts. Après chaque épisode des Simpsons, vous n'avez pas réglé un problème, vous en avez découvert un autre. Et il y a une seule scène que les Simpsons vont considérer de façon récurrente. Elle se passe au début. Ils s'installent sur le divan et ils regardent les Simpsons. C'est-à-dire qu'ils s'interrogent sur qu'est-ce qu'on fait quand on est parent, comment est-ce qu'on vit les choses, pour essayer de faire en sorte que nos enfants s'épanouissent le mieux possible. Ce ne sont pas des enfants bien élevés, c'est pour ça qu'on a utilisé le mot qu'on n'avait pas encore défini, et je terminerai par là, qui est le mot parentalité. Alors, le mot parentalité, on ne songe même plus à le définir, alors que c'est quelque chose de tout à fait nouveau comme idée. C'est l'idée que l'éducation va être individuellement transformée par chacun de nos enfants en un produit singulier, particulier. Si vous avez 3 enfants, vous donnez la même éducation, vous aurez des résultats différents parce que chacun va transformer en fonction d'un mécanisme qu'on appelle l'individuation, qui est aussi un des supports de l'hyperparentalité, c'est-à-dire qu'il faut non seulement avoir un développement optimal, mais aussi un développement singulier, particulier pour chacun de nos enfants. Et ça va nous amener évidemment à des modèles qui sont beaucoup moins des modèles sujets à la perfection que ce qu'on avait à l'époque des Ingalls, ou avoir un enfant bien élevé qui obéissait à un système de valeurs figé une fois pour toutes et fixé pour toute la société. Actuellement, si je vous dis vos enfants sont bien élevés mais n'ont pas l'air épanouis, vous allez me dire mais il est en train de me critiquer terriblement dans mes socles éducatifs parce que ce qu'on attend, c'est vos enfants ont l'air bien épanouis quand bien même il donnerait des indices de l'idée qu'il pourrait même être éventuellement mal élevé. La priorité actuellement, c'est l'épanouissement. C'est pour ça bien que l'éducation doit se poser l'idée de faire quoi conduit-on nos enfants. Et ce bonheur que j'avais défini comme étant un état qui n'est pas un état de satisfaction continue, mais qui est un état de satisfaction d'être au monde, parce que grandir, finalement, nous semble tout à fait enviable. Et c'est pour ça que le premier élément qu'un parent doit se donner comme exigence, c'est d'être lui-même heureux, parce que c'est comme ça qu'il va donner envie à ses enfants de grandir. Le parent malheureux, le parent qui se préoccupe pas assez de lui-même, le parent qui manifeste des signaux que le bonheur n'est pas possible sur ce monde, ne donne pas envie à ses enfants de grandir. Notre devoir, c'est aussi, à un moment donné, et c'est d'ailleurs généralement comme ça que les résultats sont les meilleurs, quand vous montrez à un enfant tu vas bien, je vais m'occuper de papa, je vais m'occuper de maman pour qu'eux aillent bien aussi. Et comme ça, dans la famille, on arrivera à réduire la tension et la pression excessive qu'on s'est mis les uns sur les autres. Voilà.
je termine, hein, puisque je vous vois apparaître. Je suppose que c'est le signal que j'ai terminé ma demi-heure de présentation et j'attends avec impatience vos questions. Je vais rebrancher mon micro, c'est beaucoup mieux avec. Merci beaucoup, professeur Imbec, c'est passionnant. Alors, je suis désolé de vous couper C'est très parce bien. qu'on vous écouterait parler pendant des heures et on a beaucoup travaillé ces dernières années sur Octopus Formation à toutes ces questions de psychoéducation et je n'ai absolument rien à redire à vos constats, vos analyses et aux conseils que vous donnez. On passe notre journée à dire exactement la même chose. C'est complètement compatible. Il y a le WhatsApp de l'équipe qui passe son temps à dire que voilà, vous êtes chez nous depuis toujours. Il y a peut-être juste un point sur lequel je ne serais pas d'accord. C'est sur Victor Hugo et la diabolisation. Étant passionné de littérature du 19e siècle, je peux réussir à vous diaboliser Victor Hugo. Mais ce sera à l'occasion d'une bonne bière en Belgique. Oui, non, non, et vous avez entièrement raison, hein. C'est le roman qui était aussi diabolisé parce qu'il était censé diluer l'esprit de nos enfants ou de nos adolescents, de ce qu'on appelait à l'époque les jeunes adultes, dans l'imaginaire, parce que seule la pensée rationnelle était considérée comme quelque chose d'utile. Mais sur Victor Hugo, on est tout à fait d'accord qu'il y a des C'est un motifs de coquin. le diaboliser. C'est un coquin. Ok. Alors, vos questions. C'est le moment de remercier le professeur Imbec. On a des émoticônes dans le chat. Vous pouvez envoyer vos pouces levés, vos applaudissements, vos smileys, ce que vous voulez. Et on a déjà des questions pour vous, professeur. Alors, moi, j'en aurais une à titre personnel. Je vais faire, en attendant d'accéder au message par le biais du chat, comment est-ce que vous expliquez cette évolution de la parentalité en quelques dizaines d'années? Moi, j'aurais tendance à dire peut-être une vingtaine d'années, peut-être, mais vous me corrigerez si vous avez Tout une à fait. échelle de temps différente. Comment est-ce que vous l'expliquez? Quels sont les facteurs sociologiques, médiatiques, législatifs? Il y a beaucoup de choses qui sont Alors, il y a impliquées là. effectivement beaucoup de facteurs. Il y a l'individualisme croissant d'une société hyper compétitive. Et donc, si vous avez ces deux mécanismes, qui sont des mécanismes dangereusement compatibles, hein, c'est-à-dire qu'il faut que, y compris l'éducation, réponde à des standards d'efficacité en termes de compétition. Il faut rendre nos enfants performants. Il faut que l'éducation elle-même soit performante, c'est-à-dire qu'on doit réussir alors que le paradigme est en train de changer, hein. Il y a beaucoup d'indices qui montrent que les choses changent énormément et qu'on est beaucoup plus dans l'idée, mais finalement, est-ce que ce qu'on doit faire, ce n'est pas préparer nos enfants à trouver leur place dans un monde social dans lequel les uns seront attentifs aux autres? Et donc, sortir du modèle de compétition qui nous invite, hein, je le disais tout à l'heure, en tant que parents, autant en Belgique qu'en France, dans tous nos pays, ce qu'on demande à nos enfants, c'est pas de réussir à l'école, c'est de bien réussir à l'école, d'avoir des points. Et le résultat, c'est qu'on va se retrouver devant des enfants qui, et les résultats sont à peu près similaires en Belgique et en France, pour 8 sur 10 d'entre eux, quand ils lèvent leur doigt en classe pour poser une question, ont le sentiment de faire un acte négatif qui montre une faiblesse. Vous avez exactement la même proportion, mais inversée, par exemple au Danemark, où 8 enfants sur 10, quand ils lèvent leur doigt, ont le sentiment de faire quelque chose de positif. Alors, ce n'est pas seulement une question d'organisation de l'école, contrairement à ce qu'on croit, c'est aussi une question de mise en place de paradigmes et de mentalité au sein des parents, parce qu'un parent danois ne va pas demander « est-ce que tu as bien travaillé ?» à son enfant. Il va demander « quelle belle question as-tu posée aujourd'hui ?» Et donc, ce sont des petites choses qui montrent effectivement si l'école devient l'endroit où on va poser des questions et pas l'endroit où on est obligé de donner des bonnes réponses pour assurer et rassurer tout le monde sur son niveau de performance, on va changer de paradigme. On voit les choses bouger légèrement, mais force est de constater que le modèle individualiste compétitif, bah, il a, dans les familles, créé pas mal de dégâts. Au Danemark aussi, je vois avec bonheur qu'on met en scène depuis maintenant près de 10 ans des cours d'empathie pour rendre les enfants sensibles à leurs propres émotions, mais aussi aux émotions des autres. Et ça, c'est vraiment des éléments nouveaux qui montrent qu'il y a une prise de conscience sur le fait que diriger nos enfants comme s'ils devaient se développer comme des individus uniques à l'intérieur d'un couloir dans lequel on est en compétition les uns avec les autres, c'est peut-être pas la meilleure façon de les rendre sereins et de les rendre heureux, au sens plein du terme. Super, merci pour votre réponse. Alors, je commence avec une première question.
Alors, il y a beaucoup de questions qui portent sur des enfants au développement neuroatypique. Mhm. Émotions et enfants autistes, leur monde émotionnel ressemble très peu au commun. C'est pas vraiment une émotion, c'est une question, c'est plutôt une remarque. Mais comment accompagner un hyperparent d'un enfant qui a des difficultés ou un trouble à lâcher prise sans culpabiliser? Alors, l'expression des émotions est un peu atypique, mais les émotions sont les mêmes. Et là, il faut absolument bien concevoir qu'on est dans le même mécanisme au niveau de la construction de l'intelligence émotionnelle. Pour l'expliquer très très vite, l'intelligence émotionnelle, c'est comme si vous avez dans votre tête 3 guichets. Un premier guichet qui vous demande qu'est-ce que tu ressens. Et on doit rester au niveau des émotions, pas monter tout de suite dans les états d'âme ou dans les sentiments, joie, tristesse, colère, peur, dégoût. Le deuxième guichet, il vous demande mais pourquoi est-ce que tu es triste? Pourquoi est-ce que tu as ces émotions? Et y compris pour un enfant autiste, mais on va devoir alors là s'adapter à son répertoire et la façon dont il va exprimer ce fameux pourquoi. Eh bien, vous aurez effectivement à ce moment-là un enfant qui va développer simplement l'explication. Alors, en tant que parent, ces 2 premiers guichets sont très difficiles à gérer. D'abord parce que le premier guichet, qui dit qu'est-ce que tu ressens, on a beaucoup de mal en tant que parent à laisser nos proches, mais notamment nos enfants, mais c'est vrai pour l'ensemble de nos proches, dire qu'ils sont tristes sans chercher à les contredire. Si vous êtes avec votre meilleur ami, avec votre conjoint, et qu'il vous dit qu'il est triste, vous allez constater qu'il y a un petit mécanisme qui se met chez vous en place très rapidement, dans lequel vous allez dire, mais non, tu ne dois pas être triste, tu sais. Tu as plein de raisons d'être heureux, et les raisons de ta tristesse ne sont pas aussi graves. C'est pour ça qu'on a besoin de professionnels comme nous, parce que les professionnels sont capables de contenir des émotions, parce qu'ils risquent moins que les proches la contagion émotionnelle. Hein. Ce n'est pas qu'ils soient plus doués, mais dire à quelqu'un, tu es triste, ok, tu es triste, je ne le conteste ni dans son intensité ni dans sa légitimité. Explique-moi pourquoi tu es triste. C'est faire fonctionner correctement ce premier guichet. Le deuxième guichet, qui fait que quand on vit une émotion, on a besoin de l'expliquer de manière continue. Là aussi, un parent n'est pas outillé pour dire dis-moi pourquoi tu es triste, sans l'interrompre, parce qu'on sait très bien que nos proches, si on les laisse développer leur émotion de manière complète, on va être emporté par le flux. Et donc, on va avoir tendance à les interrompre. Les professionnels sont utiles quand des enfants vivent des émotions difficiles, parce qu'ils peuvent, eux, faire fonctionner ces 2 premiers guichets d'une manière telle que le 3e guichet se met à fonctionner. C'est-à-dire, pourquoi? C'est non plus pourquoi tu vis une émotion, mais pourquoi, dans quel but. C'est le même mécanisme qu'on a en ce compris chez les enfants atypiques, où on n'a pas des... Moi, je travaille beaucoup dans les écoles dites inclusives, dans lesquelles on travaille avec des enfants différents. On ne change pas les modèles éducatifs, on les adapte aux enfants. Parce que l'école est capable d'une différenciation et d'une singularisation de sa manière de s'adapter au rythme de chacun, mais pas une sous-éducation, pas une sous-pédagogie, pas une pédagogie de moindre qualité dans laquelle on aurait moins d'exigences par rapport à ce qu'on attend finalement d'une pédagogie qui accompagne l'enfant, qui préserve son plaisir d'apprendre, qui est soucieuse de sa singularité à l'intérieur des collectifs. C'est ça le principe même de l'éducation telle qu'on la donne à l'école et telle qu'on la donne en famille, parce que si vous avez 3 enfants, la question que vos enfants vont vous poser, c'est pas est-ce que tu m'aimes, hein. Ça, ils le savent que vous les aimez. La question qu'il va vous poser, c'est qui préfères-tu? Et le talent d'un parent, ce sera de répondre à chacun de ses enfants, c'est toi que je préfère pour ça, c'est toi que je préfère pour ça, et c'est toi que je préfère pour ça, sans blesser les autres. C'est ça le principe d'une société qui a singularisé, en ce compris, le support affectif, qui fait que un parent doit tenir compte de ça. Et quand on a un enfant différent, eh bien, on doit aussi pouvoir lui dire qu'on l'aime, non pas en dépit de ses différences, mais par et à travers ces différences. C'est évidemment ce qui suppose aussi d'être soutenu par rapport à cette éducation pour avoir ces moments où on peut souffler, parce que c'est ce type d'accompagnement parental est sans doute beaucoup plus accaparant, et c'est important que les parents soient disponibles pour leur enfant, mais aussi par rapport à eux-mêmes, par rapport à leurs émotions et par rapport à leurs propres besoins. Super, merci beaucoup pour cette réponse. Alors, une question assez proche qui porte toujours sur la question d'un enfant présentant un handicap mental. Comment prendre du recul face à la pression de l'école? Ah, ça, c'est une très, très belle question, mais il me faudrait toute une conférence pour répondre. Alors, vous avez 11 minutes. voilà. Alors, c'est pas comment, c'est pourquoi et faut-il prendre du recul par rapport aux exigences de l'école. Alors, il y a un grand malentendu entre l'école et la famille, parce que trop souvent, on s'imagine que l'école
a des attentes qui ne sont pas, je parlais des devoirs tout à l'heure par exemple, quand on met en place ces dispositifs au sein des écoles en disant les devoirs durent 12 minutes, pas une minute de plus, c'est mais on signale à l'école qu'on va mettre en place ce dispositif qui est mis en place aussi par l'école et on va le faire évidemment avec le support de tous les acteurs. Lorsque l'école entend, par exemple, et on a beaucoup dans ce qu'on appelle les aménagements raisonnables, lorsque l'école entend mon enfant, alors il faut se méfier évidemment de l'obligation qu'on a de passer par une étiquette diagnostique pour réclamer simplement l'idée que l'enfant est différent. Les 10 dyspraxiques, dysorthographiques, disent parfois un peu n'importe quoi, juste pour pouvoir dire mon enfant a une singularité, un rythme particulier par rapport aux apprentissages. Il y a en Belgique ce qu'on appelle les aménagements raisonnables qui obligent les écoles à s'adapter à ces rythmes particuliers. Mais c'est plus que critiquable en soi, parce que ça suppose que le parent qui a eu l'énergie ou le capital culturel suffisant pour aller voir un médecin qui a attesté finalement un trouble de l'apprentissage qui n'est jamais généralement qu'un apprentissage trouble, c'est-à-dire quelque chose qui prend normalement un temps différent chez les uns et les autres, ces parents-là ont la puissance suffisante pour infléchir l'école. Pour les autres, c'est beaucoup plus compliqué. Or, ça doit nécessairement faire partie finalement de l'arsenal pédagogique de toute relation école-famille, la capacité de dire mon enfant a un rythme singulier. Mais pas tout mettre sur l'école, il faut aussi que le parent accepte que notre enfant a un rythme singulier d'apprentissage et ne pas paniquer quand on constate que ce rythme le met parfois en retard, un tout petit peu, sur le wagon des autres enfants. Eh bien non, c'est pas grave, tu as du retard. Si tu as préservé ton plaisir d'apprendre, tu finiras par rattraper dans la durée, par métaboliser. On l'a vu pendant la pandémie, cette espèce de mouvement cataclysmique de parents qui s'imaginaient qu'on aurait affaire à une génération de crétins. Il n'y a pas de génération de crétins, il n'y a pas de génération sacrifiée. Je vous mets au défi de chercher une génération sacrifiée. Hein. Les adultes qui ont été enfants pendant la guerre 40-45 ne sont pas moins intelligents que les autres. La densité de crétins, c'est un invariant. Vous allez le retrouver de toutes les générations, à peu près la même densité. Même chose pour ce qui s'est produit pendant la pandémie. Il y a une suspension de l'instruction et il y a eu des retards d'instruction, en Belgique comme en France. Pas de problème, ça va se résorber dans la durée. Eh bien, c'est la même chose pour les parcours singuliers de nos enfants. Il y a des retards d'instruction chez certains enfants parce qu'ils ne sont pas en situation de prendre le train au même rythme que les autres, au même moment que les autres. Ça va se résorber avec le temps. On ne brutalise pas l'instruction parce qu'alors on produit énormément de dégâts sur l'estime de soi, sur le désir d'apprendre, sur le plaisir d'apprendre. Il faut juste qu'on puisse faire ce qu'on fait tous quand on fait de la pédagogie, le souci de différenciation à l'intérieur d'un geste nécessairement collectif, qui est celui d'enseigner à une classe tout entière. Super. Merci pour votre réponse. On a une question de Messaoud qui nous demande comment faire avec un adolescent atteint de maladie chronique pour lui transmettre le message qu'il est un enfant normal et l'aider à s'adapter avec sa situation. Alors, est-ce qu'il faut lui transmettre l'idée qu'il est un enfant normal? Il est un enfant singulier. Il est un enfant singulier comme ils le sont tous. Il est un enfant singulier qui a un parcours singulier. Et ce parcours singulier, il est de toute façon à la fois admirable à observer et agréable à réaliser. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que si vous considérez, et ce mot est heurtant dans notre société actuelle, le mot même handicap. Si vous considérez que le handicap, c'est quelque chose qui vous fait aller moins vite que les autres ou vous fait prendre du retard sur les autres, vous êtes de nouveau dans le modèle de cette école compétitive dans lequel on se classe et on se déclasse les uns par rapport aux autres. Il faut sortir de ce modèle-là avec un enfant qui est singulier, qui a donc un parcours singulier, qui va se placer lui-même devant des défis systématiques qu'il va relever. Ce qui est important, c'est d'être attentif à l'estime qu'il a de lui-même, c'est-à-dire la façon dont il va pouvoir se connaître, se poser des défis et être content de réaliser ces défis chaque fois qu'il passe au-dessus d'un piège qui semble effectivement être une épreuve plus difficile pour lui que pour les autres enfants. Et donc le but n'est certainement pas de lui dire « tu es normal ». Tu es normal et tu vas t'installer dans un monde normal au même rythme que les autres. Non, tu es singulier et parce que tu es singulier, ton parcours, il va être un parcours
atypiques. J'ai tendance à dire actuellement que tous les enfants font des parcours atypiques et quand on observe les trajectoires d'ailleurs, y compris des adultes qui sont installés dans leur vie professionnelle, généralement, ceux qui ont le plus de plaisir à être là où ils sont ceux qui ont suivi un parcours atypique. Et donc, on ne va pas dire que ces personnes sont anormales, mais elles ont simplement suivi un parcours atypique qui les a amenés à un moment donné à faire preuve de ce que le prix Nobel d'économie Sen appelait la capacité, c'est-à-dire la capacité de faire des choix qui correspondent le mieux possible à mes aspirations. Pas tout le monde à l'université, ça sert à rien d'aller tous à l'université pour essayer tous d'exercer les mêmes fonctions. Simplement, choisir le parcours qui est celui qui va me permettre d'acquérir les compétences qui me seront le plus utiles pour réaliser ce que j'ai envie de réaliser au sein du monde. Et là, un enfant dit anormal au sens plein du terme, eh bien, c'est juste un enfant atypique qui va réaliser un parcours d'acquisition de compétences qui lui permettra simplement de se sentir à sa place, là où il est, au sein d'un monde dans lequel il reconnaît les autres, dans lequel il se sent reconnu par eux. Super, il nous reste précisément 5 minutes. Alors, on a une question sur la liberté, sur la peur panique de certains parents à laisser de la liberté à leur enfant en dehors de leur regard, avec un extérieur qui est vécu comme plus dangereux. Qu'est-ce que vous nous en dites ? Ça va me permettre effectivement de faire une conclusion sur ces fameux parents hélicoptères. Hein. C'est la définition même du parent hélicoptère. C'est-à-dire, dès que je ne te vois pas, tu es mis en danger. Et quand je ne vois pas ce que tu fais, tu es sur les réseaux sociaux. Oui, mais attention, hein, il y a tellement de prédateurs, il y a tellement... Et donc, c'est une forme, non pas de peur, c'est de l'angoisse. On a tous et on vient tous au monde avec un niveau d'angoisse avec lequel on va devoir apprendre à vivre. Alors, l'angoisse, elle vient de l'incertitude, de la finitude et de la solitude. On va tous mourir, on ne sait pas quand, et ceux qu'on aime vont mourir aussi et nous laisser seuls. Alors, je ne reste pas là-dessus et certainement pas pour une conclusion, parce que ça plombe l'ambiance hein, quand on dit quelque chose comme ça, parce qu'heureusement, notre cerveau humain nous permet de devenir ce qu'on appelle des angoissés performants. L'autre mot de l'angoissé performant, c'est l'anxieux. L'anxiété n'est pas une pathologie. Hein. L'anxiété, c'est une façon qu'on a de vivre avec nos angoisses en posant cette angoisse sur quelque chose dont on peut parler. Si vous avez peur des araignées, c'est généralement plus les femmes que les hommes, vous avez juste déposé votre angoisse sur quelque chose dont vous allez pouvoir parler, qui n'est pas du tout insensé, donc ce n'est pas quelque chose qui rend fou ou qui est l'indice d'une folie, c'est juste quelque chose qui permet de parler de cette anxiété. Et si on est un thérapeute responsable, on va juste vous débarrasser de cette anxiété si elle est problématique dans votre vie de tous les jours, en la déposant sur autre chose. Pas en la supprimant, sinon vous aurez de nouveau de l'angoisse. Et sur ce plan-là, cette anxiété, elle va se manifester par des peurs multiples et parfois des peurs irraisonnées. L'angoisse qu'on ressent par rapport à l'idée que l'enfant, quand il n'est pas sous nos yeux, il peut lui arriver quelque chose, est toujours relié à cette angoisse de l'incertitude, de la solitude et de la finitude. On va avoir une anxiété qui n'est problématique que si elle pose problème, soit pour l'enfant, soit pour l'adulte, soit pour la relation qui lie l'enfant à l'adulte, parce qu'elle est trop tendue. Mais il ne faut certainement pas l'évacuer comme si c'était une pathologie. Il faut la reconnaître le droit à cette anxiété. Je vais prendre un dernier exemple. J'avais en consultation une maman un peu orthorexique au niveau de l'alimentation, qui voulait absolument faire manger des panais. Je ne sais pas si vous connaissez les panais. C'est un légume que personnellement, je ne trouve pas très bon non plus. Et j'explique aussi que moi, je ne trouve pas ça très bon non plus, que je peux comprendre que tous ces repas qui tournaient autour de l'orthorexie alimentaire, mais une orthorexie qui finissait par faire en sorte que le papa était là. Il avait complètement démissionné, il n'en pouvait plus de ces repas qui tournaient quasiment en fort chabrol. Le gamin avait décidé que finalement, il ne mangeait plus rien, non seulement les panais, mais plus rien du tout par rapport à tout le reste. On a simplement décidé, mais maman est anxieuse par rapport à l'alimentation. Elle a effectivement développé une orthorexie alimentaire sans doute difficile à vivre pour vous, mais difficile à tenir pour elle aussi. Et donc, on ne va pas évacuer en disant « maman dit n'importe quoi, moi j'aime pas les panais non plus, donc je tiens avec toi mon gamin et on va faire en sorte que maman ne te fasse plus de panais ». Non, au contraire, le panais, c'est paraît-il très bon pour la santé. Qui suis-je moi pour décider qu'il faut évacuer ça d'un régime alimentaire ? On va accepter que cette maman, dans son anxiété,
il y a quelque chose d'intéressant et de mobilisateur. Mais on va juste souligner qu'il est important que de temps en temps, elle lâche prise pour laisser de la place au plaisir de l'enfant, de l'adolescent, d'aller par exemple de temps en temps manger un hamburger. Une fois par mois, c'est le gamin qui fera le menu et maman le fera tel ou tel jour. Et on va simplement aménager en tenant compte de l'anxiété de la maman. Pas évacuer. N'évacuez pas votre anxiété comme si elle était un symptôme de folie. Simplement, aménagez-la en négociant avec les autres des manières de faire qui vont laisser une part, c'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. Et le lâcher-prise, c'est pas le laisser tout faire en évacuant complètement la difficulté, c'est ne pas lui donner un poids excessif et permettre à un moment donné, dans des espaces qui sont clairement identifiés, eh bien que là, ça ne me pose pas de problème, on va manger autre chose et autrement. Et donc l'anxiété, la peur, la phobie, il ne faut surtout pas l'attaquer en soulignant qu'elle doit être évacuée sans ménagement. Il faut au contraire la manier avec précaution pour éviter à ce moment-là soit un retour d'angoisse, parce que c'est ce qui se produit quand on évacue sans précaution, soit quelque chose qui est de l'ordre finalement du sentiment d'être désavoué dans une anxiété qui a toujours un fond utile et raisonnable. Je terminerai d'ailleurs par là, l'hyperparentalité, on ne peut pas en faire un reproche aux parents qui se sentent hyper responsables de l'éducation de leurs enfants. Et donc, sur ce plan-là, ce n'est pas quelque chose non plus qu'on évacue. C'est pour ça que le principe même du traitement de l'hyperparentalité suppose d'avoir la capacité d'un sourire pour que ce soit sérieux sans être grave et qu'on puisse simplement aménager cette hyperparentalité pour qu'elle devienne vivable pour tous et pour chacun. Super. Vraiment, voilà. C'était un bonheur de vous écouter. Alors, le concept de ce webinaire est celui-ci, 30 minutes pour 30 minutes, mais on aurait pu passer la soirée avec vous, professeur Imbecq. C'est très agréable et c'est très clair et c'est très concret et pratique. Et je pense que ça fait vraiment écho à nos vécus professionnels. On les voit, ces parents complètement à côté de leur pompe. Bon, on va pas relancer le débat. C'était vraiment super. Et quelque chose me dit qu'on aura l'occasion de rebosser ensemble parce qu'on est vraiment sur une ligne intellectuelle plus que avec plaisir. Avec plaisir. Donc, merci beaucoup. Merci à chacun d'entre vous d'avoir suivi notre webinaire. Le replay sera disponible dès demain et quelque chose me dit qu'il va circuler de manière extrêmement généreuse. Donc là, on a un certain nombre de personnes qui ont assisté au live, mais à mon avis, vous allez être très retweetés. En tout cas, nous, on va s'y attacher. Merci à vous, en tout cas. C'est avec grand plaisir. Rendez-vous pour le prochain webinaire 30 minutes avec le 20 octobre prochain. Nous serons avec Nadia Aguillon-Hernandez qui nous parlera d'un thème certes très technique, mais je pense absolument passionnant, qui est la question de l'autisme, des mouvements oculaires et des recherches avec de l'eye tracking. Vous savez, c'est ces machines qui permettent de repérer les saccades et les parcours des yeux. Quand on connaît l'importance de la sensorialité, de la sensibilité, parfois visuelle dans les troubles du spectre de l'autisme, eh bien, ça nous apportera des éléments d'information particulièrement intéressants. Je vais pouvoir couper le live. Merci encore, professeur Imbecq. Merci à vous. On est ravis de cette soirée avec vous. À bientôt. Merci à chacun des participants de la communauté Octopus pour votre fidélité. On se retrouve le 20 octobre. Restez sur les réseaux sociaux avec nous et on vous remercie toujours pour cette présence dans notre webinaire qui nous tient.